Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un personnage mystérieux, un souverain assis sur une montagne d'or, contrôlant un vaste territoire presque entièrement inconnu des Européens du XIVe siècle. Cet homme, c'est Mansa Musa, l'homme le plus riche du monde, ou en tout cas, c'est ce qu'on en dit. Car vous allez voir qu'avec lui, tracer la ligne entre la vérité et la légende n'est jamais facile. Remplissez vos gourdes, enfourchez votre dromadaire et préparez-vous pour la traversée du plus brûlant des déserts, direction le Mali médiéval. Allez, c'est parti! En 1375, le roi de France, Charles V, reçoit de la part de son cousin d'Aragon un cadeau exceptionnel. C'est une magnifique carte du monde connue, réalisée par un juif du nom d'Abraham Kresk, sur un immense panneau de parchemin articulé comme une carte routière d'aujourd'hui. On imagine sans peine l'excitation de ce roi passionné par la connaissance sous toutes ses formes. Le soir venu, alors que la nuit tombe sur l'île de la Cité, il peut enfin se rendre dans la grande bibliothèque qu'il a fait aménager dans son palais du Louvre. La magnifique carte est déjà là, étalée sur une grande table. Bien installé dans son fauteuil, le roi se plonge dans la contemplation de cet ouvrage exceptionnel. Il suit du doigt le tracé finement ciselé des côtes européennes, s'attarde sur le nom des ports tracés à l'encre rouge sur le parchemin. Il remonte toute la côte méditerranéenne en direction du Levant, caressant du bout du doigt cette terre sainte que tant de ses prédécesseurs ont rêvé de conquérir. Puis, c'est le littoral du Maghreb, l'Égypte et l'Ifriqiya contrôlés par les Mamelouks, le Maroc des Mérinides. Mais le cousin d'Aragon n'allait pas offrir au puissant roi de France une simple carte listant les ports du monde connu. Non, le cartographe juif a voulu montrer autre chose, dépasser les limites de ce que tout le monde connaît. Là, au sud du littoral marocain, il a représenté la ville de Sijil Massa, le port du désert. C'est de là que les caravanes partent pour traverser le Sahara. C'est là que s'arrête la connaissance des Occidentaux. Personne ne sait ce que cache cette immensité désertique. Ou plutôt, personne ne le savait. Abraham Kresk est bien informé. Le roi tremble d'excitation en descendant son doigt le long du parchemin. Tout au bord de la carte, une branche du Nil se déploie comme une frontière infranchissable. Un chapelet de villes, représenté par de simples murailles et un clocher en bulbe, s'égrène le long du fleuve. Méli, Tembouc, Gougou, Meïma. Ce ne sont que des noms, mais ils enflamment l'imagination royale. À quoi peuvent bien ressembler ces endroits et les gens qui y habitent ? Là aussi, Abraham Kresk a rédigé la réponse sur la carte. Il a figuré un grand homme noir assis sur un trône, tenant dans sa main un globe d'or gros comme sa tête. Juste à côté de la figure, la légende dit: ce seigneur noir se nomme Mansa Musa, seigneur des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche et le plus noble seigneur de cette partie du monde, par l'abondance de l'or qu'il extrait de ses terres. Charles V n'en revient pas. C'est la première fois qu'il voit, représenté de manière aussi claire, le pays de l'or dont tout le monde rêve. Un pays d'abondance, où le précieux métal pousse comme des carottes, à ce qu'on dit. Certains ont même cherché à voir ce rêve de leurs propres yeux. Là, dans le coin gauche de la carte, comme perdu dans cet océan immense, le cartographe a représenté le navigateur Giacomo Ferrar, un intrépide commandant génois
parti en 1346 avec sa galère à la découverte de ce pays mystérieux. Personne ne l'a plus jamais revu. En soupirant, le roi replie la carte et s'enfonce dans son fauteuil. Son esprit se met à divaguer. Ce roi et son pays existent-ils réellement ? Y a-t-il une réalité derrière les lignes du dessin ? Qu'est-ce qui se cache dans ce coin de la carte où Abraham Cresque, prudemment, a préféré ne rien tracer que de vagues écritures et un fleuve qui se perd dans l'inconnu ? Peut-on vraiment naviguer le long des côtes africaines pour découvrir l'embouchure du fleuve de l'or et le remonter jusqu'à la terre des Noirs où il suffit de se baisser pour ramasser le métal précieux ? Tout cela est-il autre chose qu'un mirage ? Nous sommes au mois de juillet 1324 et la ville du Caire bruisse d'une rumeur qui ne fait qu'enfler. On murmure qu'une immense caravane serait en route pour les pyramides et qu'elle ne devrait pas tarder à surgir de l'horizon. Pour une fois, la rumeur dit vrai. Le 18 juillet, on voit un vaste nuage de poussière s'élever dans le ciel d'un bleu d'azur. Tout ce que la grande métropole kérote compte de curieux se presse le long du Nil en direction du sud. Les badauds sont alors témoins d'une scène incroyable. Les majestueuses pyramides brillent sous un soleil de plomb alors qu'une armée de dromadaires surgit du néant. La démarche chaloupée de ces vaisseaux du désert donne l'impression d'une sorte de vague qui ondule en direction du Caire. Avant même de voir les visages des chameliers, les témoins aperçoivent le miroitement d'une lueur dorée. Le soleil éclatant se reflète sur un bâton d'or que porte chacun des caravaniers. Leur peau est noire comme l'ébène. Déjà, ils sont des centaines à défiler devant les passants médusés. Des soldats aux lances étincelantes et à la figure taciturne, des esclaves magnifiques aux robes chatoyantes, des officiers et des religieux à l'air grave. Et soudain, dans cette marée de dromadaires, c'est un homme différent des autres qui s'avance. Il est jeune, athlétique, et sa tenue resplendit des dizaines d'ornements en métal précieux qui le couvrent des pieds à la tête. Il voit la foule venue l'acclamer et son visage se pare d'un grand sourire. À son tour, il engage sa monture vers le nord en direction du Caire. La foule le suit tandis que l'interminable caravane s'étire entre les pyramides. Le lendemain, sur le pas de sa porte, chacun rivalisera de son témoignage. On a compté 5000 dromadaires, non 10 000, 15 000 même, 20 000. La caravane ne s'arrêtait jamais. Oh, Jafar, il faut que vous veniez voir ça! Bon, on s'amuse, mais dans la réalité, ça ressemblait sans doute pas mal à cette scène d'Aladin. L'effet était sensationnel. Ça faisait longtemps qu'un tel événement ne s'était pas produit en Égypte. Et au niveau des sources, eh bien franchement, ça se voit. Au moins une dizaine d'historiens différents vont raconter, dans les années qui suivent, l'arrivée spectaculaire de l'empereur du Mali dans la capitale des Mamelouks. Celui qui en donne la meilleure version, c'est l'encyclopédiste Al-Oumari, qui est franchement bien renseigné, puisqu'il a écrit le chapitre qui parle du Mali dans son ouvrage Les Massaliques, seulement 4 ans après le fameux événement. Et voici ce qu'on en sait. En juillet 1324, le roi Mansa Moussa se présente au Caire. Il est en chemin pour se rendre en pèlerinage dans les lieux saints de l'islam, à la Mecque et à Médine. C'est déjà quand même un sacré trajet. Pour parvenir jusque là-bas, il aura dû faire pas moins de 12 000 kilomètres quand même, ça fait une trotte. Pour le sultan mamelouk qui dirige l'Égypte, c'est une très belle occasion diplomatique.
Les deux hommes se lient rapidement d'amitié et Mansa Moussa peut profiter de quelques mois dans la capitale pour reprendre des forces avant la dernière étape du voyage. Le sultan lui donne même un palais, carrément, pour qu'il puisse s'installer tranquillement avant le départ du Mahmal, la caravane officielle qui part du Caire une fois tous les ans pour se rendre à la Mecque. Il faut dire que c'est pas une partie de plaisir, ce trajet. Sans guide et sans protection, même le puissant souverain du Mali risquerait de se perdre dans les montagnes désertiques de la péninsule arabique. En Égypte, on n'ignore pas qu'un puissant empire existe en Afrique de l'Ouest. À vrai dire, 2 souverains du Mali sont déjà venus en pèlerinage à la Mecque depuis la fin du XIIIe siècle. Les marchands égyptiens ont l'habitude de traverser l'immense étendue du Sahel pour aller eux-mêmes là-bas chercher de l'or, des esclaves et de l'ivoire d'éléphant, et plusieurs d'entre eux y ont même déjà vécu quelques années. Mais étonnamment, c'est bien cet événement de 1324 qui a focalisé l'attention des historiens mamelouks. Enfin, étonnamment, pas tant que ça en fait. On a de bonnes raisons de croire que Mansa Moussa a tout fait pour que ce moment reste dans les annales. Capitaine, je crois que l'équipage, je veux dire moi y compris, on espérait quelque chose d'un peu plus... clinquant. Clinquant? Oui, clinquant. Déjà, il est loquace, le Moussa. Al-Oumari a pu retranscrire toute une conversation que l'empereur a eue avec un des émirs mamelouks au soir de son arrivée. L'émir lui demande comment il est arrivé au pouvoir et Mansa Moussa lui explique que son prédécesseur avait un rêve. Découvrir ce qui se cache de l'autre côté de l'océan. Forcément, puisque l'empire du Mali s'étire dans toute la vallée du Niger et du Sénégal jusqu'à la côte atlantique, quelqu'un allait bien finir par s'intéresser à cet immense espace aquatique. Le précédent empereur, donc, a décidé d'envoyer une grande expédition pour reconnaître les terres par-delà l'océan. 600 pirogues en tout quand même, c'est pas rien. Les mois passent sans nouvelles de l'expédition lorsqu'une pirogue finit par refaire surface. Le marin est immédiatement amené devant l'empereur et lui explique qu'après plusieurs jours de mer, la flotte s'est trouvée entraînée dans un puissant courant marin. Une seule pirogue a réussi à s'échapper du piège et le marin est convaincu qu'il est impossible de traverser l'océan. Sauf que l'empereur ne le croit pas. Peut-être que ce pleutre a peur d'un courant, mais lui saura dompter les étendues marines. Cette fois, c'est une flotte de 2000 pirogues qui est mise sur le pied de guerre, et l'empereur la commande en personne. Il a pris soin de charger plusieurs embarcations d'un gros tas d'or, au cas où on trouverait de quoi faire du commerce de l'autre côté. Et hop, c'est parti. L'empereur et sa flotte disparaissent derrière l'horizon, et plus rien. Mansa Moussa explique que son prédécesseur n'est jamais revenu et que lui-même a donc pris le trône vacant dont il assurait la régence. Mais l'empereur n'a pas amené que de belles histoires d'expéditions maritimes. Non, non, non. Dans sa caravane, plusieurs dizaines de dromadaires ploient sous le poids d'un trésor fabuleux. 12 tonnes d'or, rien que ça. Moussa a décidé de rincer les kérotes. Il distribue l'or à pleine main, si bien que tous les émirs mamelouks reçoivent chacun plusieurs kilos. En voyant ça, les commerçants sautent sur l'occasion. Les Maliens sont tellement riches qu'ils ne comptent même pas, et Al-Oumari raconte que plusieurs années après, des vendeurs de vêtements se vantaient encore d'avoir vendu des chemises à 5 fois leur prix normal. Enfin ouais, mais bon, 400 € un jean avec des trous, c'est cher quand même, hein. Oh, c'est le style, ma gueule. Bien rétabli, délesté d'une bonne partie de son trésor, Mansa Moussa se joint alors à la caravane officielle qui part du Caire fin octobre 1324. Il arrive sans encombre à la Mecque, mais là, sans qu'on sache trop pourquoi, il s'attarde un peu trop et rate la caravane du retour. C'est donc par leurs propres moyens que les Maliens se lancent à l'assaut du désert pour rentrer au Caire. Et là, c'est le drame. Dans ces montagnes sans fin, les nuits sont glaciales, les journées torrides, et l'eau comme les vivres finissent rapidement par manquer. Les Bédouins qui contrôlent la route profitent de la faiblesse de la caravane pour se livrer à de joyeux pillages, et l'empereur croit bien sa dernière heure arrivée. Mais la Providence en a décidé autrement.
D'après le chroniqueur Al-Jazari, les Maliens trouvent un jour un immense poisson ou une baleine de 20 mètres de long échoué sur une plage et se jettent dessus pour la manger. En tout cas, ça, c'est ce que raconte Mansa Moussa une fois revenu au Caire. Après ce voyage éprouvant, l'empereur doit maintenant rentrer chez lui avec ce qu'il reste de sa suite. Comme il a dépensé tout son or, il emprunte à des taux excessifs auprès de tous les banquiers égyptiens pour financer son voyage de retour. Des années après, des banquiers en question se souviendront, l'œil humide, de la bonne affaire qu'ils ont faite à l'époque, puisque pour 300 dinars prêtés, ils ont gagné 700 dinars d'intérêt. Et c'est chargé de ces dettes que la caravane malienne disparaît derrière l'horizon, laissant dans la métropole kérote le souvenir d'un événement exceptionnel et d'un souverain à la générosité sans limite. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le personnage, j'aimerais qu'on se pose une question. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Comment démêler le vrai du faux pour comprendre vraiment ce qu'était le Mali médiéval et qui était son fameux empereur? Est-ce qu'il a vraiment mangé une baleine pour survivre? Est-ce que son prédécesseur est vraiment disparu en mer? Est-ce que, comme il l'a raconté au Caire, l'or pousse comme des carottes dans son lointain territoire? Pour le savoir, il faut qu'on reprenne nous aussi la route. Survolons le désert en direction de l'ouest et catapultons-nous dans ce fameux empire d'Afrique occidentale pour essayer de comprendre ce qu'il s'y passe vraiment. Savoir ce qu'il se passe vraiment dans le Mali du XIVe siècle, franchement, c'est pas évident. En fait, on ne conserve aucun écrit malien de cette période. Toutes les sources écrites dont on dispose sont soit largement postérieures, soit extérieures à l'Empire lui-même. Les historiens et géographes arabes, notamment les Égyptiens, nous ont livré de précieuses informations, parfois issues d'ailleurs de marchands qui s'étaient eux-mêmes rendus là-bas. Le boss dans ce domaine, c'est le grand voyageur Ibn Battuta qui s'est carrément rendu au Mali en 1352 où il a passé 1 an. C'est déjà bien, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est guère pléthorique non plus. Autrement, on peut aussi se tourner vers les sources locales. L'archéologie aide beaucoup, mais avec quelques sérieuses limites dont on va reparler juste après. Et puis sinon, on a un type de source assez original, mais plutôt difficile à utiliser, on va dire. Il s'agit de la mémoire orale. Mon père, son père et le père du père de mon père l'ont mémorisé et m'ont transmis ses secrets quand j'étais gosse. Oh, je peux vous la dessiner comme ça, de tête. Déjà, au Moyen-Âge, il y avait dans les sociétés africaines occidentales des poètes qu'on appelle des griots qui se transmettaient des histoires orales de génération en génération. Au XVIIe siècle, les érudits de Tombouctou notamment ont commencé à mettre cette mémoire orale à l'écrit dans ce qui s'appelle le Tariq as-Soudan. Et puis d'ailleurs, il y a encore beaucoup de griots au Sénégal ou au Mali, donc on peut aussi en fait leur demander directement. Toute la difficulté résulte en fait de l'aspect oral, justement. Dans les centaines de chansons que les griots se transmettent, il n'est pas évident de comprendre ce qui date du XIVe siècle et ce qui est postérieur. Mais il n'empêche, c'est une source indispensable. Bon, et alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on connaît de la terre du roi Moussa? Eh bien déjà, on sait où elle se situe. C'est pas mal ça quand même. L'empereur contrôle un immense territoire le long des vallées du Niger, de la Gambie et du Sénégal, qui s'étire en gros de la ville de Gao, dans l'actuel état du Mali, jusqu'à la côte atlantique de l'actuel Sénégal.
Le cœur de ce territoire, ce sont les 3 fleuves, et en particulier le Niger. Jusqu'au 5e millénaire avant notre ère, le Sahara était encore relativement vert, avec de grands lacs et une végétation luxuriante. Puis, petit à petit, à la faveur d'un climat plus chaud et plus sec, le désert a commencé à avancer inexorablement. Les éleveurs et les agriculteurs sont donc progressivement descendus vers le sud, en direction des rives arborées et des terres fertiles qui bordent le grand fleuve Niger et notamment son delta intérieur. De grands royaumes sont nés à ce moment-là, notamment autour des villes de Gao, de Tombouctou et de Memma. Ces territoires prospères étaient directement liés au reste du monde islamique par de grandes routes commerciales traversant le désert en direction du Maroc vers le nord et de l'Égypte vers l'est. Globalement, en tout cas jusqu'au début du XIIe siècle, la vie était plutôt belle. Les riches ressources en or, en sel, en ivoire et en esclaves faisaient la prospérité des commerçants et les paysans cultivaient du riz, du sorgho, du millet et du sésame sur les terres fertiles bordant le fleuve, peuplées de crocodiles et d'hippopotames. C'est au cœur de ce territoire qu'est né l'Empire du Mali, quelque part au milieu du XIIIe siècle. Bon, alors là, je vous préviens, les informations qu'on a sur la fondation sont vraiment du registre de la légende, hein. C'est l'épopée transmise génération après génération par les griots. Au milieu du XIIIe siècle, donc, d'après ce qu'on en sait, après avoir tué un buffle énorme qui terrorisait la population de l'un des royaumes du coin, 2 chasseurs rapportent au roi une prophétie. Il doit se marier avec la femme la plus laide du royaume, qui lui donnera un enfant au destin héroïque. La femme en question s'appelle Sogolon, et effectivement, elle n'est pas très agréable à regarder, hein, genre bossue et couverte de poils. Le roi surmonte tout de même son aversion et tente de concevoir un enfant, mais c'est pas exactement facile non plus, hein, parce qu'apparemment les parties intimes de Sogolon sont hérissées de piquants, genre porc-épic. Malgré tout, après plusieurs essais, une grossesse finit par se déclencher et Sogolon met au monde un enfant bien formé, mais incapable de marcher. L'enfance du gamin en question, qui s'appelle Sunjata, n'est pas vraiment folle, hein. Tout le monde se moque de lui et de sa mère jusqu'au jour où il décide qu'il en a marre. Selon l'anecdote, ce jour-là, Sogolon demande à une autre femme du roi de lui donner des feuilles de baobab pour préparer à manger. La reine lui répond qu'elle n'a qu'à envoyer son fils bon à rien les chercher à sa place. Sogolon est colère, mais Sunjata lui dit que tout ira bien. Il décide qu'aujourd'hui, c'est bon, il va se mettre à marcher. Et là, transformation radicale. À l'aide de sa volonté et d'une énorme canne de fer, il parvient à se mettre debout et en fait il marche désormais tellement bien qu'il ramène à sa mère le baobab tout entier qu'il plante devant sa case. Alors, je vous passe les péripéties qui suivent, hein, mais il vient un moment où Sunjata est obligé de s'exiler devant la jalousie des autres femmes du roi. De toute façon, il a mieux à faire. Sa terre natale est passée sous l'emprise d'un roi sorcier qui s'appelle Soumaoro, une brute cruelle, sanguinaire et cannibale par-dessus le marché. Dans un combat épique, Sunjata parvient à vaincre Soumaoro et à détruire sa sombre capitale, créant ainsi un nouvel empire auquel se rallient alors tous les souverains du coin. Et paf, l'empire du Mali est né. Je vous avais dit qu'on était en plein dans une légende. Je pense que vous avez inventé la fin. Toutes les bonnes histoires méritent d'être enjolivées. Toujours est-il que l'Empire, lui, est bien réel. Il se développe progressivement au cours du XIIIe siècle et on a même une liste de souverains qui sont montés successivement sur le trône. Cette liste, c'est l'historien Ibn Khaldoun qui la dresse à la fin du XIVe siècle. On y apprend notamment que le deuxième souverain, qui était musulman cette fois-ci, s'est rendu à la Mecque dans les années 1250 ou 1260.
Un autre souverain, un affranchi du nom de Sakura, qui a usurpé le pouvoir à la toute fin du XIIIe siècle, s'est également rendu au Caire, mais a fini assassiné dans une oasis perdue au milieu du désert. Pas de bol. Bizarrement, toutefois, aucune autre source ne parle de ces deux voyages, et on a du mal à savoir si en fait ils ont réellement eu lieu. En tout cas, après ce qui semble être une crise de succession, un nouveau souverain monte sur le trône, il s'agit de Muhammad, et c'est le fameux gars qui se serait lancé à l'assaut de l'océan avec le sort qu'on connaît. Et voilà, on est en 1312, à peu près, et Mansa Musa monte sur le trône. Il appartient en fait à une branche parente de la dynastie initiale, donc c'est quand même un changement de lignée qui s'accomplit. On sait qu'il règne jusqu'en 1337, date à laquelle le trône passe à son frère, Mansa Sulayman. Et c'est là qu'on plonge un peu plus dans le mystère. Quand Mansa Musa se pointe au Caire en 1324, il a plein de belles histoires à raconter, ça c'est sûr, mais une question demeure. Est-ce que la fameuse expédition maritime a bien eu lieu ? Se pourrait-il que les Maliens aient tenté de découvrir l'Amérique presque 2 siècles avant Christophe Colomb ? Bon, c'est pas simple comme question, mais je peux vous donner l'hypothèse qui m'a semblé la plus crédible. Déjà, aucune preuve matérielle n'atteste de cette tentative de traversée, et la seule source écrite est donc Al-Umari, qui la rédige à partir du témoignage oral d'une personne qui l'a entendu elle-même de la bouche de Mansa Musa lui-même. Ce qu'on sait par contre, c'est que traverser l'Atlantique avec les embarcations maliennes du XIVe siècle, c'est du suicide. Au milieu du XVe siècle, lorsqu'un Vénitien va enfin doubler le cap Bojador et voir de ses yeux les pirogues maliennes, il note que ce peuple n'utilise pas de voile. Ça paraît donc assez improbable qu'une telle expédition ait pu atteindre l'Amérique, mais ça ne veut pas dire pour autant que le souverain en question n'a pas essayé, évidemment. La tempête fait rage, autant se suicider tout de suite. Oh non. Oh, j'ai peur que vos vacances soient un tantinet compromises. Tu parles d'une bande de rigolos. Et par ailleurs, la mention du courant marin pourrait se rattacher à celui du courant des Canaries, qui existe bel et bien, mais qui a peu de chances d'emporter une pirogue sur la mer, malgré tout. Mais là, l'hypothèse monte encore un cran au-dessus. Elle est due à un historien qui s'appelle François-Xavier Fauvel, et je trouve qu'en fait elle est assez séduisante. Il faut en fait repartir du nom de notre souverain, Moussa. Moussa, c'est le nom arabe de Moïse. L'idée, c'est que pour s'identifier à cette grande figure biblique, Mansa Musa aurait inventé, ou alors un petit peu enjolivé, une histoire liée à l'élément aquatique pour accroître sa propre légitimité. En gros, voilà le schéma. Première étape, on a un souverain un peu trop ambitieux qui veut vaincre l'océan et qui donc y trouve la mort. Deuxième étape, son jeune successeur, raisonnable et pieux, décide de se lancer lui aussi dans une expédition, pour le coup tout aussi périlleuse, mais beaucoup plus en accord avec la religion, un pèlerinage à la Mecque. Troisième étape, le voyage. Mansa Musa se rend en Arabie, subit de terribles épreuves, dont notamment l'histoire de la baleine échouée, mais finit par revenir au pays, auréolé de la gloire d'avoir réussi dans son voyage. Sans compter qu'en chemin, il a vaincu le Nil et la mer Rouge, 2 éléments majeurs du récit de Moïse dans la Bible. L'histoire de l'expédition maritime ratée servirait alors à masquer une succession un peu moins sympa dans la réalité. Peut-être que Moussa a destitué son prédécesseur, ou l'a fait assassiner, ou l'a convaincu de partir en expédition. Ça, on ne pourra jamais savoir. Et là, tout devient beaucoup plus clair. Derrière la légende de ce lointain empire richissime, la réalité du pouvoir de Mansa Musa se découvre un peu plus.
La réalité, c'est que l'Empire du Mali est désespérément isolé. Au nord, c'est l'immense désert du Sahara, que l'on ne peut franchir qu'en suivant les routes caravanières. Et encore, même en s'entourant de professionnels, ce n'est pas une balade de santé. Un marchand qui entreprendrait de relier le Maroc à l'Empire malien ne serait absolument pas assuré d'arriver en vie. Entre la chaleur écrasante, la soif, la faim et le danger des pillards, c'est même un miracle d'arriver au bout du voyage. Et puis, il faut être patient. Le dernier grand port caravanier avant la traversée, c'est la palmeraie de Sijilmassa, dans l'actuel Maroc. Au-delà de ce havre de verdure, c'est la rocaille et le sable du désert qui s'étend à perte de vue. 3000 km environ séparent l'oasis de la frontière malienne, soit 2 à 3 mois d'aventure pour toucher enfin à la destination. Et encore, après tout ce périple, on n'est arrivé qu'aux limites nord du territoire, celle qui se trouve au bord du désert. L'Empire malien s'étend de Gao à la façade atlantique sur plus de 2500 km. Les auteurs arabes disent avec un peu d'exagération qu'il faut 4 mois pour le parcourir en longueur, mais vous voyez l'idée. Quand un marchand marocain débarque à Gao, vous pouvez être sûr que les nouvelles qu'il vous apporte sont déjà périmées depuis quelques mois quand même. Vers l'est, ce n'est pas beaucoup mieux. Depuis Gao, l'une des plus grandes villes de l'Empire, on a un bon millier de kilomètres pour atteindre Takédan dans l'actuel Niger, qui est le dernier grand port caravanier avant de se lancer à l'assaut du désert. De là, on prend vers le nord en direction de l'oasis de Tadjoura sur la côte libyenne. Ça fait quand même une trotte, environ 4500 km de route désertique au sable brûlant. Ensuite, en longeant la côte, il faut encore bien 1500 à 2000 km pour atteindre la vallée du Nil. 7000 à 8000 km en tout pour gagner l'Égypte depuis l'Empire du Mali donc. Or, l'Égypte, c'est l'un des plus importants partenaires commerciaux du territoire de Mansa Moussa, avec le Maroc de la dynastie mérinide. Entre l'Empire et ses deux partenaires majeurs s'étendent des territoires sans État centralisé, aux immensités désolées, contrôlées par des tribus nomades et ponctuées de quelques rares oasis. Non, sinon, je suis numéro bis, le fils de votre vieil ami Toumouéris. Numéro bis? Mais quelle bonne surprise! Oh, tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Et c'est ça la réalité de l'empire de Mansa Moussa. S'il est aussi mystérieux, s'il charrie autant de fantasmes, c'est parce qu'il est loin de tout. Et ce simple fait jette une toute autre lumière sur le fameux pèlerinage de 1324 que le grand souverain décide de réaliser avec tous les risques qu'une aventure de 8000 km représente pour lui. Ce pèlerinage, c'est avant tout une tournée commerciale. Et oui, tout de suite, ça change pas mal la vision qu'on a de l'empereur. On a plusieurs indices qui permettent de déceler une volonté de faire la pub du Mali auprès du monde musulman tout entier. Déjà, l'histoire de l'expédition maritime de son prédécesseur, qui tourne en désastre, ça laisse penser que le Mali se sait isolé, au point que tenter de briser la solitude en trouvant des partenaires de l'autre côté de l'océan paraît être une solution crédible. L'avenir leur donnera raison, évidemment, mais en attendant, l'océan est encore une frontière infranchissable. L'autre indice, c'est l'or. Mansa Moussa est venu avec pas loin de 12 tonnes de métal précieux portés par une centaine de dromadaires. Et ça, c'est pas de la poudre d'or aux yeux, c'est une offre promotionnelle, en fait. En distribuant son or à tout va pour rincer les émirs égyptiens et la population du Caire, Moussa envoie un message percutant. De l'or, on en a plein chez moi. C'est fort parce que, en ce début de XIVe siècle, justement, les économies chrétiennes comme musulmanes sont étranglées par le manque de métal précieux. Les mines occidentales et orientales ont un rendement médiocre, et de toute façon, il y en a très peu. Les grandes puissances du monde connu ont désespérément besoin de l'or du Mali pour faire tourner leur commerce. Et Moussa rappelle, avec ce voyage à la Mecque, une réalité commerciale incontournable. Sans lui,
les économies chrétiennes et musulmanes sont asséchées. Évidemment, c'est quand même risqué comme argument. Le sultan mamelouk pourrait bien se dire que, bon, si on peut conquérir le Mali et se passer d'un intermédiaire, ça serait pas plus mal. Mais Moussa, en commercial de grand talent, a déjà pensé à la parade. Au Caire, il raconte à qui veut l'entendre que dans son pays, l'or pousse comme des carottes. Il explique que, comme n'importe quelle plante, l'or pousse dans la terre lorsque vient la belle saison. Ça, c'est pour caresser les Égyptiens dans le sens de leur certitude. En cette fin de Moyen-Âge, le mythe de l'or qui se renouvelle périodiquement est bien ancré dans les populations chrétiennes et musulmanes. Mais Moussa va encore plus loin. Il raconte que là où l'or pousse dans la terre, justement, vivent des infidèles, c'est-à-dire des populations animistes, païennes. Or, les prédécesseurs de Moussa, explique-t-il, ont déjà tenté de conquérir cette terre de l'or. Dès qu'ils ont mis la main dessus, le métal précieux a, complètement cessé de pousser. Et ce n'est qu'en rendant la liberté aux populations du coin que le cycle magique a pu repartir. Et là, franchement, c'est brillant. Moussa coupe l'herbe sous le pied de tous les conquérants en mal de sensations fortes. Si vous voulez vous emparer de la terre de l'or, vous allez simplement casser le cycle et vous n'aurez plus rien. Traduction, laissez-moi gérer les relations avec les infidèles du coin, en échange de ma protection, ils me fileront de l'or, et cet or, vous pourrez l'acheter en l'échangeant contre toutes les marchandises dont on a besoin. Ils ne veulent pas nous engraisser, tas de crétins! Ils veulent nous tuer, jusqu'au dernier! C'est eux qui ont notre or, et ils sont prêts à tout pour le garder! Mais non, il n'y a pas d'or! Pas d'or! Évidemment, vous vous en souvenez, l'empereur a dépensé tout son or durant le voyage aller, en particulier au Caire. Il en a tellement déversé sur la capitale mamelouk que le cours de l'or a dévissé de 20% pendant une bonne dizaine d'années. C'est vraiment ouf. Vu de notre époque, on pourrait penser que c'est un mauvais calcul. Après tout, 12 tonnes d'or, ça vaut quand même sacrément cher, à quoi bon les disperser aux quatre vents sans assurance que la tournée commerciale aura du succès? Eh bien justement, c'est là que c'est malin. En dépensant sans compter, Moussa renforce chez les Égyptiens l'idée que l'or ne vaut rien pour lui. Il en a tellement qu'il peut se permettre d'en perdre 12 tonnes sans aucun problème. Mais surtout, une fois que tout son or est siphonné, rappelez-vous, le souverain et ses troupes se voient obligés d'emprunter de l'argent auprès des notables du Caire. Ah oui, et comment il va les rembourser alors? Eh bien c'est simple, souvenez-vous, 8000 km séparent le Caire du Mali. Des caravanes font cette route de manière régulière, mais c'est quand même super long. Il faut plus d'1 an aux marchands pour faire l'aller-retour. Les notables qui ont prêté à Moussa et à ses proches seront donc tentés de faire eux-mêmes le voyage au Mali pour s'assurer du remboursement. Et c'est là le coup de génie. Les notables ne vont pas venir les mains vides, évidemment, ils vont en profiter pour acheter des marchandises à vendre au Mali et l'emprunt à large échelle de l'empereur va alimenter et même doper le commerce sur les rives du Niger. Avec tout cet argent qu'ils récupèrent, les marchands vont à nouveau acheter des marchandises et une fois revenus, ils se diront que l'affaire était sacrément bonne et ils auront même envie de revenir. On sait par exemple, par l'intermédiaire de l'historien Ibn Khaldoun et du voyageur Ibn Battuta, qu'un marchand du nom de Siraj al-Din a justement fait ça. Il a lui-même fait le long voyage jusqu'à la capitale malienne pour se faire rembourser d'un énorme emprunt. Pas de bol pour lui, il est mort sur place, mais c'est encore mieux. En 1352, Ibn Battuta visite sa tombe au Mali et rencontre son fils. Celui-ci lui raconte que son père est décédé de mort naturelle, ce dont on pouvait douter, vu l'énorme montant en jeu, mais surtout son fils en a profité pour s'établir au Mali et fonder un business florissant. Donc ça marche! Et finalement, la meilleure preuve de ce succès du pèlerinage de Mansa Moussa
C'est l'Atlas catalan, la fameuse carte de Charles V avec laquelle s'est ouvert cet épisode. Oui, après 1324, la nouvelle qu'il existe au-delà du désert un empire richissime où l'or pousse à foison va faire le tour des milieux savants. L'arrivée de Moussa a tellement impressionné les Kérotes que tout le monde va colporter la nouvelle, au point que même Charles V, 50 ans et 5000 km plus loin, connaît le nom de Mansa Moussa. Ouais. C'est qui la vedette du film? Il est un peu connu? Le pèlerinage excite la curiosité de tous les grands souverains de l'Ancien Monde, et c'est ce qui va pousser le sultan Mérinide, en 1352, à charger l'un des plus grands voyageurs du monde médiéval de se rendre au cœur de l'Empire malien pour nouer une véritable relation diplomatique avec son puissant souverain. Ce voyageur, c'est Ibn Battuta, et il va nous offrir la seule source que nous ayons conservée d'un homme qui a vu de ses yeux le Mali médiéval. Pour Ibn Battuta, comme pour tous les marchands qui tentent ce périlleux voyage, l'aventure commence dans l'atmosphère poussiéreuse et enfiévrée d'un port caravanier, encadré par l'horizon aride et rocailleux du désert, qui se devine au travers de la verdure luxuriante des feuilles de palmier. À Sijil Massa, Ibn Battuta prépare son voyage avec précaution. On ne s'aventure pas impunément dans le désert. Il commence par engraisser les dromadaires dont il a besoin et les goinfre de fourrage pendant 4 mois. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il fait comme bruit ton dromadaire? C'est pas mon dromadaire, c'est mon estomac. Et une fois que les montures sont bien grasses, on y va, c'est parti, on est chaud. La première étape se trouve à 25 jours de marche du grand port caravanier de Sijil Massa. C'est une petite bourgade du nom de Tagaza, très connue pour son sel minéral. Ibn Battuta n'est pas très impressionné par ce qu'il voit. Une des choses curieuses que l'on remarque dans ce bourg sans culture et offrant peu de ressources, c'est que ces maisons et ces mosquées sont bâties en pierre de sel et que leurs toits sont faits en peau de chameau. Il n'y a aucun arbre, le terrain n'est que du sable et la ville est uniquement habitée par les esclaves qui extraient le sel. Ici, l'eau est saumâtre et nul autre endroit n'a autant de mouches. Après 10 jours de halte dans ce coin perdu, on repart. Au début, le voyageur est insouciant, mais un accident tragiquement habituel le ramène à la réalité. Un des membres de la caravane a décidé de prendre de l'avance sur le groupe après s'être disputé avec son frère. Quelques jours après, les éclaireurs retrouvent son cadavre desséché, gisant dans le sable à 1 kilomètre seulement de la source d'eau qui aurait pu le sauver s'il ne s'était pas perdu. La vie est rude dans le désert, et la mort est cachée derrière chaque dune. Mieux vaut ne pas quitter les guides d'une semelle. La marche est lente et on avance de nuit pour profiter de la fraîcheur. Le désert s'étire sans fin. Après la dernière oasis, l'ultime étape jusqu'à la frontière malienne est tellement longue que la caravane doit envoyer un messager en éclaireur pour demander aux indigènes de leur faire parvenir des outres pleines d'eau. Le rôle crucial de ce messager n'a pas échappé à Ibn Battuta, qui en fait une description saisissante. Souvent, il arrive que le messager périt dans ce désert. Alors, les habitants de Walata n'ont aucun avis de la caravane, qui succombe tout entière. Cette vaste plaine est hantée par beaucoup de démons. Si le messager est seul, il joue avec lui et le fascine, de sorte qu'il s'écarte de son chemin et meurt. Il n'y a dans ce désert aucun chemin apparent, aucune trace visible. Ce ne sont que des sables que le vent emporte. Le messager que nous louâmes nous coûta 100 ducats d'or.
Enfin, la caravane parvient à Walata, la première oasis malienne. On entre alors dans le Sahel et toute l'équipe est heureuse d'arriver presque sans encombre. On a quand même dû amputer le doigt d'un des marchands mordu par un serpent, mais sinon, tout va bien. Après plus de 2 mois de désert, Ibn Battuta prend un peu de repos bien mérité. Il reste environ 1 mois et demi à Walata, où il est plutôt bien reçu par les juristes musulmans du coin. D'ailleurs, c'est la règle pour le voyageur médiéval. Quelle que soit la destination, il faut écrire en avance aux membres de votre communauté ou à ceux qui s'en rapprochent le plus, pour bénéficier de leur hospitalité ou au moins obtenir une maison à louer. Et oui, pas d'Airbnb dans la Walata du XIVe siècle, donc autant bien se préparer. Booking.com, Booking. Notre voyageur est enfin arrivé dans ce Mali qui fait rêver tant de ses compatriotes, le pays de l'or. Il va parcourir l'Empire en tous sens, d'abord en direction de la capitale, qu'il nomme Mali. Bon, c'est pas très original, mais ça c'est une constante, à vrai dire. Après tout, souvenez-vous que la préfecture de la Mayenne est bien la ville de Mayenne, située au bord de la rivière Mayenne, donc France et Mali, même combat. Et on peut dire que l'Empire est exotique aux yeux d'Ibn Battuta. Déjà, la flore. En arrivant, il découvre les énormes baobabs qui poussent le long de la route vers le sud dans ce qu'il appelle une sorte de forêt. Aujourd'hui, on appellerait ce paysage la savane, typique de cette partie du Sahel située dans l'actuel Mali. En 1352, le climat du coin est un peu moins aride qu'aujourd'hui et on peut imaginer que le long du Niger, la végétation est vraiment luxuriante entre les palmiers, les baobabs et les karités. Ensuite, la faune. En allant pisser sur la berge du fleuve, Ibn Battuta manque de se faire croquer par un énorme crocodile et il rencontre un peu plus loin dans son voyage un troupeau de ce qu'il décrit comme étant d'énormes chevaux amphibies aux pattes épaisses comme celles des éléphants. Notre voyageur vient de faire la connaissance des hippopotames et déjà à l'époque, ces gros pépères ne sont pas très engageants. Mais ce qu'il retient le plus de la faune locale, ce sont les moustiques qui volent en tous sens et n'épargnent aucun des voyageurs. Le dépaysement continue avec la nourriture. Arrivé dans la fameuse capitale, Ibn Battuta est cloué au lit par une féroce tourista qu'il a contractée en mangeant une bouillie d'igname. Globalement, la gastronomie locale ne le fascine pas vraiment. Les caillés, bouillis de céréales, huile de karité, haricots, viande de chèvre, c'est pas trop la fête pour lui. Il n'y a rien à base de veau avec des champignons, des pommes de terre. Je sais pas. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Après un mois de marche le long du Niger, il finit par arriver enfin au but de son voyage, qui, rappelons-le, est après tout une ambassade. Mansa Sulayman, qui a succédé à Mansa Moussa et à un autre empereur éphémère en 1337, vit dans cette fameuse capitale de Mali. Seul petit problème pour nous, on ignore absolument où elle se trouve. Et oui, je vous avais dit qu'on allait reparler d'archéologie. Bon, déjà, premier problème, Ibn Battuta est convaincu de se trouver sur les bords d'une branche du Nil. Il ignore que le Niger se jette en fait plus au sud, dans le golfe de Guinée, et qu'il est un fleuve indépendant du Nil. Deuxième problème, notre voyageur n'est pas un cartographe. Ce qu'il raconte dans sa relation de voyage, c'est son ressenti, la description des régions traversées, éventuellement des indications sur la distance parcourue, mais il ne se préoccupe pas de nous donner des directions. Et après tout, comme le dit François-Xavier Fauvel, quand on prend aujourd'hui un avion pour Bamako, eh bien on ne raconte pas dans notre carte postale quelle direction on a pris. On part du principe que l'avion va bien, en effet, à Bamako. On fait confiance, en fait. Eh bien, Ibn Battuta, c'est pareil. Il suit son guide de caravane et il ne se pose pas plus de questions. Sauf que l'ennui, c'est qu'Ibn Battuta, comme on l'a dit, est le seul à nous expliquer comment on se rend à Mali. Et là, on tombe sur le troisième problème. La capitale a complètement disparu. Envolée, évanouie,
enfouie sous les sables du temps. Pour comprendre cette histoire de cité perdue, on peut avancer un peu dans le temps. Dans les années 1460, l'Empire du Mali va sombrer sous les coups d'un concurrent aux dents longues, le royaume Songhai. Cette nouvelle formation a pour capitale Gao, la grande cité sur le Niger, et l'ancienne capitale de Mali est alors peu à peu abandonnée. De toute façon, Ibn Battuta et Al-Oumari nous disent que la ville était très peu dense. Elle était constituée de plusieurs quartiers ethniques et professionnels répartis sur une très grande surface, entourés par plusieurs bras du fleuve Niger. Ça complique les fouilles archéologiques, forcément, mais il y a pire. La tradition orale, celle des griots qui racontent l'histoire du Mali, elle n'a retenu aucune chanson parlant de cette capitale, justement. On n'a donc quasiment rien pour nous aider à la trouver. Une minute, mon ami, parce que je ne vois rien de tout cela indiqué sur la carte. Bon, vous savez, les cartes dans la brousse. Non, ce qu'il vous faut, c'est un guide, un homme de terrain qui connaît la région. Et dernier problème, c'est l'architecture. Dans l'ancien Mali, la principale matière utilisée pour bâtir les palais comme les mosquées, c'est le banco, c'est-à-dire la terre crue mélangée à des fibres végétales. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir les photos de la vieille ville de Tombouctou, par exemple. Sa mosquée a justement été en partie construite sous le règne de Mansa Moussa au début du XIVe siècle. L'architecture utilise beaucoup de formes pointues, de contreforts massifs et se caractérise avant tout par les poutres en bois de palmier qui ressortent du mur comme les piquants d'un hérisson. Ces poutres apparentes sont en fait très utiles. Elles servent d'échafaudage pour construire le bâtiment, mais aussi de support pour la rénovation périodique. Pour que le banco tienne la distance, il faut fréquemment refaire la surface pour la protéger du soleil, du vent et de l'eau. La capitale de Mali, abandonnée depuis plusieurs années, s'est donc progressivement érodée, littéralement. Sans entretien, le banco des palais, des belles maisons et des mosquées s'est effrité, dispersé au vent, pour ne plus laisser aucune trace exploitable par les archéologues 6 siècles plus tard. Au fil des années, de nombreuses hypothèses ont été testées pour localiser la capitale sur une ville abandonnée ou alors encore en activité. La meilleure hypothèse que j'ai lue, c'est celle plaçant le centre de cet empire disparu non loin de la ville actuelle de Sansanding, à l'extrémité sud du delta intérieur formé par le Niger. Ce coin de l'actuel Mali correspond bien à la description d'Al-Oumari puisqu'il est effectivement encadré de tous les côtés par un bras d'eau. Le Niger au sud, un bras du fleuve au nord et à l'est et un autre bras à l'ouest. Il ne reste plus qu'à aller fouiller là-bas pour voir si oui ou non la fameuse capitale du roi de l'or se trouvait dans ce coin du Mali. Dans l'ensemble, 1 an et demi après son départ de Sigil Massa, Ibn Battuta revient déçu de ce qu'il a vu dans le puissant empire malien. Il a trouvé l'empereur, Mansa Soulaïman, radin et peu avenant par rapport à l'idée qu'il pouvait s'en faire. Le modèle qu'il s'attendait à trouver, c'était celui de Mansa Moussa, le glorieux souverain faisant rêver l'intégralité du monde connu des histoires de sa générosité et de sa richesse. Bien entendu, ce modèle n'était que de la poudre aux yeux, et Mansa Moussa a dépensé sa fortune pour entretenir ce mirage. Ibn Battuta est déçu des habitants également. Lui qui imaginait des palais d'or et de riches habits, il s'étonne de voir beaucoup de femmes se balader nues sans aucune pudeur et ne parvient pas à apprécier la gastronomie locale qu'il estime en dessous de tout ce qui se fait chez lui. Il est déçu de cette capitale sans murailles et au tissu urbain distendu, hérissé de bâtiments en terre crue dont la seule forme qu'il reconnaît est celle de la coupole décorant le palais impérial.
Il note toutefois que l'empereur entretient une véritable sécurité dans son territoire et que les voleurs ne sont pas à craindre. Il a également été fasciné par les grandes fêtes religieuses dont il a été témoin. Dans l'Empire, la majorité de la population est encore animiste. Seules les élites sont musulmanes depuis le XIe siècle. L'empereur entretient cet équilibre au travers des grandes fêtes rituelles musulmanes qui sont également l'occasion de mettre en avant les cultes animistes. Ibn Battuta est étonné de constater que le Douga, l'un des plus grands officiers de l'Empire, est également un acrobate patenté qui se produit dans un numéro impressionnant de danse du sabre devant son empereur. Il goûte également à la sonorité exotique du balafo, un instrument constitué de lames de roseau que l'on frappe pour qu'elles entrent en résonance avec des calebasses qui sont fixées juste en dessous. Ça ressemble à ça, écoutez. Il voit également des danses de poètes portant des masques d'oiseaux et décrit avec beaucoup de détails ces célébrations syncrétiques où l'islam qu'il connaît bien et l'animisme dont il ignore tout se côtoient joyeusement. Évidemment, Ibn Battuta n'est pas un anthropologue ni un géographe, c'est un voyageur érudit et très au fait de sa propre supériorité. Les richesses sans fin que Mansa Moussa a vantées en 1324 lors de son pèlerinage ne pouvaient faire que des déçus chez les habitants des économies chrétiennes et musulmanes. Des quelques mines dont on a connaissance, la production n'a pas de quoi bouleverser l'économie mondiale de l'époque. D'après les estimations, les mines de la région de Bourré, dans l'actuelle Guinée, extraient environ 4 tonnes de métal précieux chaque année au XIVe siècle, et les gisements plus récemment exploités de Bambouk et de Lobi ont un rendement cumulé d'environ 1 tonne annuelle. En 1324, Mansa Moussa amène peut-être avec lui l'équivalent de 2 années de production. Localement, l'effet est incroyable, mais dans l'absolu, il n'y a pas de quoi renverser la table. D'autant que l'or ne vaut rien si on en a trop. Les Maliens échangent leurs précieux métal contre des étoffes égyptiennes, du sel de Tagaza et des coquillages, notamment des kauris qui leur servent de monnaie, et ces marchandises sont si importantes pour eux que leur pouvoir d'achat n'a rien de stupéfiant. De toute façon, même si l'Empire pouvait produire des tonnes d'or à la pelle, le goulot d'étranglement se trouve du côté des caravanes. L'or qui arrive dans l'Ancien Monde doit être transporté à dos de dromadaire, et le nombre de dromadaires dépend étroitement de l'eau disponible dans les oasis qui jalonnent la route. C'est bien pour ça que les Génois et les Portugais se lancent, dès le début du XVe siècle, dans l'exploration des côtes de l'Afrique occidentale à la recherche de la légendaire rivière de l'or. Les Portugais finiront bien par découvrir l'embouchure du Niger en pénétrant dans le golfe de Guinée à la fin du XVe siècle, mais seulement pour découvrir que tout l'or qu'ils achètent directement sur place est finalement le même que celui qu'ils achètent au Maghreb, mais transporté par bateau plutôt que par dromadaire. Rapidement, ils vont alors troquer le commerce de l'or pour celui de l'ébène et préférer la traite humaine au commerce des minerais inertes. Dans le nouveau monde qui se construit alors, celui des grandes découvertes et du commerce triangulaire, l'Empire du Mali n'est plus qu'un vieux souvenir qui ne fait plus rêver personne. Il faudra encore des siècles pour que les historiens s'intéressent à nouveau à cette formation politique inédite et tentent de découvrir ce qui se cachait vraiment derrière le mythe. Et nul doute que dans ce projet au long cours, il reste encore beaucoup à découvrir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère que cette plongée dans l'histoire du Mali médiéval vous a plu.
Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, c'est la manière la plus simple de soutenir mon travail. Si vous pouvez vous épargner vous-même quelques petites pépites d'or, vous pouvez également vous rendre sur ma page Patreon, dont je vous mets le lien en description. Vous y découvrirez des épisodes premium, des goodies du podcast et même plusieurs formules d'abonnement pour mettre encore plus de Moyen-Âge dans votre quotidien. Et là, promis, ça n'est pas un fantasme de voyageur. Pour vous attirer sur Patreon, vous trouverez vraiment tout ça dans cette terre promise. Un immense merci à vous pour votre soutien, quelle que soit sa forme. Dans le prochain épisode, on va continuer à voyager puisqu'on va tenter de comprendre comment on se repérait au Moyen-Âge. Aujourd'hui, avec Waze ou Google Maps, c'est facile, mais comment faisait un pèlerin ou un marchand médiéval pour décider dans quelle direction aller, comment trouver une ville qu'il ne connaissait pas et comment se repérer dans cette ville inconnue une fois arrivé à destination? Comment un navigateur pouvait-il déposer son chargement à bon port sans se perdre en chemin? Comment les armées savaient-elles où aller pour rencontrer leurs ennemis ou conquérir un pays? C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. À la prochaine!